Bonsoir Monsieur le Premier ministre, je suis ravi de vous accueillir ici dans les locaux de l'ECE. J'assiste toujours auprès des étudiants qui vont, ces futurs ingénieurs, travailler dans l'innovation, dans les technologies, et je leur dis toujours qu'il faut donner un sens à ces innovations à travers ces technologies, un sens vers le progrès de nos sociétés. Quels sont les grands enjeux environnementaux dans l'Arctique pour ces futurs ingénieurs ? Le principal est l'enjeu absolument majeur, à l'Arctique comme enjeu, mais pas comme acteur, c'est le réchauffement climatique. La production de gaz carbonique supplémentaire que nous devons à notre activité industrielle, pour l'essentiel et au transport, aggrave l'effet de serre, c'est-à-dire l'effet par lequel une partie de l'atmosphère bloque le renvoi dans l'espace des ondes de chaleur qu'on a reçues sur la Terre, mais qui sont envoyées comme tout phénomène de réflexion. S'il n'y avait pas ce renvoi, notre planète, qui est la troisième plus proche du Soleil, serait invivable. Mars, un peu plus loin du Soleil que nous, est à moins 120, 130, 140 degrés centigrades. La vie est impossible par le froid. Tout est renvoyé sans blocage, il n'y a pas d'atmosphère. Si la vie est possible sur Terre, c'est parce que notre température moyenne, jour-nuit confondue, hiver-été, et surtout Grand Nord, Équateur, Grand Sud, tout confondu, est à 15 degrés centigrades à peu près. Depuis, semble-t-il, un petit million d'années, c'est pas mal, cette moyenne est presque stable. Grâce à l'effet de serre qui conserve sur la Terre et dans son atmosphère une bonne partie de la chaleur que sans ça, on renverrait. Mais si nous renforçons l'effet de serre, nous en bloquons trop, et du coup la chaleur va rester sur la planète. Sa victime principale sont les régions polaires. Et curieusement, l'Arctique semble être plus victime encore que l'Antarctique. Toujours est-il que sur le XXe siècle qui vient de s'écouler, les experts sont d'accord pour mesurer à 0,6 degrés centigrades à peu près l'augmentation moyenne de la température au cours d'un siècle. Les travaux du groupe international sur le climat maintenant laissent penser qu'au cours du XXIe siècle, nous avons le risque de voir cette température moyenne évoluer de soit plus 2 degrés centigrades, ce qui est déjà pas mal, à plus 5 ou 6, ce qui est totalement terrifiant. Ça, c'est la moyenne pour la Terre entière. Sur la seule région de l'Arctique, l'augmentation au XXe siècle serait déjà de 3 degrés centigrades. En Arctique, la banquise flottante polaire a déjà perdu un gros tiers de sa surface d'été. On a dans la zone arctique de fortes glaciations sous deux formes. L'une est la calotte polaire du Groenland. Le Groenland est un continent de la Terre avec dessus posé de la glace d'eau douce. Il y en a pour pas loin de 3 km d'épais. C'est pas mal. On l'appelle la calotte polaire. Si elle se mettait à fondre, elle irait dans les eaux des océans, où elle n'est pas, puisqu'elle est posée sur de la Terre, donc elle ferait augmenter le niveau. Au-delà de ça, nous avons surtout, il ne faut pas oublier qu'en l'Arctique, le pôle Nord est à 3200 mètres sous l'eau, et donc l'Arctique est un océan à titre principal. Dessus, l'eau de mer gèle en surface. Mais au lieu de 3 km, on a 2 mètres d'épais à peine, sur une 13 millions de kilomètres carrés. Alors, bien sûr, ça dégèle l'été, ça regèle l'hiver. Ce qui veut dire qu'on a au total, l'été, un blocage par la glace de quasi, pas tout à fait la totalité, mais presque la totalité de l'océan Arctique. Il reste des eaux non gelées même l'été, la mer de Norvège, la mer de Barents, la mer de Kara, la mer d'Edgekuch, il y en a eu deux autres dont j'oublie le nom. Dans ces eaux-là, on a toujours continué à pêcher. Au-delà, jusqu'à 14 millions de kilomètres carrés de glace l'été. Maintenant, nous n'avons plus que moins de 10 millions de glace l'été. L'hiver, un bloc de glace reste. Tout ça, entre 2 ou 3 mètres d'épais, c'est de la glace d'eau salée. Elle est salée elle-même, elle flotte. Comme elle flotte, la fonte de cette glace-là ne fait pas changer le niveau des eaux des océans. Mais le fait qu'elle dégèle entraîne des quantités de conséquences. Première conséquence, le sol voisin, la Sibérie, le Nord-Canada, les grandes îles, l'extrême nord du Groenland, dégèle lui aussi.
surtout Sibérie et Canada. Quand c'est de l'argile, ça devient du sol mou. Tout ce qui est en dur dessus s'enfonce dans la gadoue fluide. La ville de Mourmansk est l'exception, elle est construite, elle, sur du granit. Tout le reste s'enfonce. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'habitation humaine qui tienne le coup. Donc l'habitat des Esquimaux, qu'il vaut mieux appeler les Inuits, des autres peuples premiers, des quelques citoyens russes, américains, canadiens qui ont construit des choses, y compris des stations de recherche ou des établissements militaires, s'enfoncent dans la gadoue. On appelle ce sol gelé, en français pergélisol, en anglais permafrost. L'enfoncement du permafrost est une première catastrophe qui fait que nous avons déjà probablement quelques centaines de mille de réfugiés climatiques, souvent des Inuits, des Esquimaux, des Lapons, des Samis, des éleveurs de rennes, qui cherchent le refuge en Sud-Norvège, en Sud-Suède, en Sibérie, au Canada, dans des terres plus solides. La principale conséquence de ce réchauffement, c'est que l'Arctique, qui depuis qu'on sait qu'elle existe, était inaccessible, infréquentable, inutile, on n'y faisait rien, personne n'y passait. Continent lointain, inutile, et un truc de poète et d'explorateur, devient accessible à toute activité normale, humaine, presque normale. Déjà le tourisme. Zéro il y a encore 50 ans, 35 000 l'an dernier. La recherche scientifique devient plus active. Au lieu d'être impossible, il suffit de maîtriser un peu le froid pour la rendre possible. Les activités militaires, même sous la glace, l'océan Arctique était déjà une zone de patrouille préférentielle pour les sous-marins meurtriers lanceurs d'engins nucléaires, de propulsion et d'objectifs, russes comme américains. Avec le réchauffement, on pourrait installer des radars, des stations d'écoute, peut-être même des bases de lancement de missiles, n'importe où, y compris sous l'eau. Troisièmement, la recherche de pétrole, inaccessible pendant des millénaires. On sait aujourd'hui de l'Arctique, c'est un deuxième Moyen-Orient. Sous les eaux de l'océan glacial arctique, il fait 14 à 15 millions de kilomètres en tout, carré. Il y a de l'ordre de 30% de toutes les réserves de la planète Terre en matière de gaz, hydrocarbures. Plus 13 à 14% de toutes les réserves de la planète Terre en hydrocarbures liquides. Pétrole, on appelle ça. C'est formidable. Au moment où on commence à en manquer. L'océan est en train de passer de l'inaccessible à l'accessible. Ça va tout changer. Troisième conséquence, parmi les désastres que notre développement industriel excessif fait, y compris dans les océans, il y a la surpêche, la destruction de la réserve nommée poisson. Nous sommes 7 milliards d'hommes et de femmes et d'enfants, 7 milliards d'êtres humains vivants. Un cinquième de tout ça, le poisson comme élément principal de sa nourriture. Il y a dans l'océan Arctique, je vous le disais à l'instant, quelques mers libres où on a toujours un peu pêché, la mer de Norvège, la mer de Barents, la mer de Kara. On va jusqu'à dire que tout ce que nous mangeons comme poisson, nous, ici, dans nos restaurants, en Europe, vient pour moitié des glaces arctiques, soit dans l'Atlantique extrême nord, soit surtout dans les mers non gelées de l'Arctique. Mais nous avons maintenant 4 millions de kilomètres carrés d'eau toujours en glace dans lesquelles on n'a jamais pêché, qui ne sont plus en glace l'été pendant 4 ou 5 mois maintenant. On n'a pas encore osé y pêcher. Au cas d'accident, il n'y a pas d'instrument de secours. Il y a toujours des icebergs partout. Aucune compagnie d'assurance ne facilite le travail des pêcheurs. Mais on va y aller, tellement le besoin de poissons va être immense. Donc on va y aller. Donc effroyable le problème. Est-ce qu'on va se doter ou pas d'un système international de contrôle, que chacun est sérieux, que nous choisissons les techniques les plus sûres, les façons de faire les plus sûres, les matériels les plus sûrs pour éviter des barratoires. Parce que, au cas d'accident pétrolier, il y en a eu une immense il y a 2 ans dans le golfe du Mexique. C'est une catastrophe planétaire. L'accident du Mexique a eu lieu à un endroit qui est à moins d'une demi-journée de mer, de 3 grands ports tout à fait équipés. On a 2 manières de traiter. L'une, c'est de mettre des barrières flottantes pour empêcher que la marée de pétrole, le pétrole est plus léger que l'eau, ou d'hydrocarbures,
qui flotte donc à la surface, l'empêcher de se répandre. Mais la barrière flottante, il faut l'avoir. Il faut des ports, il faut la stocker pour ça. Il n'y a pas de port tout au long de l'Arctique, il y en a 2. Aucun au Canada, oui. Aucun en Alaska. Mourmansk et Arkhangel, c'est tout, sur 14 ou 15 000 km de côte au total. Deuxième élément, quand se produit un incident de ce genre, on se sert aussi de produits chimiques pour aider les molécules de pétrole à se dissocier les unes des autres, pour être plus facilement diluables, sinon solubles, dans l'eau de mer. Cette chimie ne marche que dans les eaux chaudes. Impossible en Arctique. Une marétoire à 8 jours de mer d'un port équipé. Et comme il n'y a pas de port, il n'y en a pas encore, on n'a pas la possibilité de cette chimie. Un accident du type du golfe du Mexique surviendrait dans l'Arctique, on n'en parle pour un siècle et demi. Il n'y a pas de négociation internationale sur le contrôle collectif. Il y en avait une sur l'Antarctique, elle avait réussi, on n'en a plus besoin, puisqu'en Antarctique on a fait pire, on a décidé l'interdiction dans toute la zone antarctique de toute activité, fût-ce de recherche et a fortiori d'exploitation géologique, fût-elle solide, gazeuse ou liquide. En Arctique, tout le monde fait ce qu'il veut. La moitié, 48% pour être exact, du commerce mondial se fait entre l'Europe d'une part, première zone commerciale du monde, et puis le bloc Chine, Japon, disons pour l'essentiel. Si tout ça passe par Panama, et pour le sud de la Chine, par Suez, passer par l'océan glacial arctique, s'il est dégelé, ça fait économiser 40% de la distance. C'est gigantesque. Tout le commerce mondial attend ça. Il n'y a pas de port, il n'y a pas de sécurité. Les cartes sont fausses. 3 accidents navals dans les eaux canadiennes en 2012. Pas de mort, ce sont des échouages. Mais tous les 3 sont liés parce que les cartes étaient fausses. Combien de milliards de dollars pour refaire toute la cartographie? Combien de milliards de dollars pour faire des ports avec les matériels nécessaires au cas de marée noire, avec des flottes d'avions d'observation, des flottes d'hélicoptères de sauvetage pour élitreiller les passagers en danger. On ne sait pas. Combien de temps faut-il? Pour le moment, personne ne permet qu'on passe par là, les primes d'assurance sont terribles, il n'y a pas de négociation sur le statut de ces eaux, sur le caractère internationalement ouvert, ni sur les tarifs. Les enjeux sont énormes. Ma conviction que la pression va être énorme, va bien falloir finir par y aller. Comme la propriété des sous-sols ne fait pas doute, les limites territoriales sont claires. On n'ira pas à la guerre armée. Mais grand Dieu, quelle puissance de compétition commerciale avec les mauvais coups que ça peut supposer. Voilà les enjeux de l'Arctique pour aujourd'hui. Il y a de quoi se faire du souci. En effet. Écoutez, merci pour cet éclairage. Je pense que ça va être très intéressant pour nos étudiants et au moins leur donner en perspective ces enjeux-là dans cette zone.